All right. OK, j'ai Voilà. compris. Donc, nous avons un nouveau débat. C'est plutôt un invité que j'ai parce que c'est moi qui vais mener le débat plus qu'un échange comme j'ai fait récemment avec le docteur Résimon. Et cette fois-ci, c'est un naturopathe fonctionnel qui est devant vous, qui s'appelle Abdelaziz El Mansouri. Bon, j'espère ne pas Non, c'est estimer bien, quoi que c'est ce bien. soit. C'est bon? Et C'est très donc, bien. alors, on est un peu nerveux, surtout moi, parce que c'est la première fois que j'enregistre une réunion Zoom, étant donné que nous sommes le dimanche 24 octobre et qu'il est 16 heures et quelques et que je n'ai aucune assistance technique sur place, alors que d'habitude j'en ai. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Bon, ben, Abdelaziz, bon, il se fait qu'on se tutoie, donc on ne va pas jouer un jeu qui ne correspond pas à la réalité, donc on ne s'étonne pas. En fait, c'est vrai que je tutoyais aussi le docteur Résimon, donc bref. Mais Abdelaziz, donc, présente-toi. Mes suiveurs sur YouTube ne te connaissent pas encore, je crois, pour la plupart. Certains, oui, mais pas la majorité. Donc, dis-nous un peu qui tu es et d'où tu viens et peut-être même où tu vas. Ah, En tout cas, déjà, premièrement, avant de me présenter, je tiens à te remercier de m'accueillir aujourd'hui. Et donc, je suis Abdelaziz El Mansouri. Je le dis pas avec l'accent anglais comme tu me l'as fait tout à l'heure, là, El Mansouri. Je vais bon, dire, mais c'est vrai, ça veut moi, je savais que c'était pas donc, bon, mais je bon. suis Abdelaziz El Mansouri, je dirige l'école de naturopathie fonctionnelle. Tu comprends bien que nous ne sommes pas médecins, donc on ne peut pas utiliser le terme de médecine Oui, oui, fonctionnelle. oui. Mais Ça, je pense qu'au j'apprécie. fond, au plus je te lis, plus je suis tes vidéos et plus on échange tous les deux, et plus je me rends compte qu'on fait pratiquement la même chose, quoi. Donc, on est du même bord quelque part. Et plutôt que d'égalité, on avait parlé une fois, toi et moi, de complémentarité. Et en fait, c'est ce que j'enseigne dans mon école, plutôt que de, si tu veux, cette école qui est née à Granby par Marie-Claire Laparé. Elle a créé cette école en 1993, mais c'était une école classique de naturopathie. Au Dans le Canada, c'est sens, ça? Au au Canada? Canada, oui, elle est Oui. née au Canada, à Granby. Ah, Granby, où? c'est juste à côté de Montréal. Je ne sais Ah pas oui, si tu d'accord. connais, Oui. si tu as déjà été. À Montréal, oui, mais Ouais, mais c'est à côté. C'est un ah petit oui, patin, c'est toujours oui, dans le ça, Québec. Donc, ça me dit ouais, ça me dit c'est quelque chose, oui. voilà. C'est pas très loin, c'est à peu près une demi-heure de route. Là, tu y es rapidement. Et donc, en fait, si tu veux, quand Marie-Claire Laparé a créé son école de naturopathie, c'était toujours dans le principe naturopathique que connaît la majorité des gens. Donc, basé en grande partie sur beaucoup d'affirmations, comme tu l'as dit dans une de tes vidéos, avec des on, avec des machins, avec des affirmations qui arrivent un petit peu de partout, mais qui ne sont pas, comment dire, confortées par la science ou confortées par des recherches. Et donc, quelque part, en fait, moi, quand j'ai commencé ma formation avec Marie-Claire Laparé, j'ai eu des problèmes avec certaines affirmations qui étaient faites. Et comme je ne suis pas du genre à gober immédiatement les choses qu'on me donne et que j'aime bien les rechercher, et au plus je faisais de la recherche, au plus je me rendais compte qu'il y avait un décalage jusqu'au jour où j'ai découvert la médecine fonctionnelle. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut donner le nom qu'on veut aux approches comment dire, de santé, mais quand tu regardes bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui va marcher, ce qui va vraiment traiter le fond des problèmes des gens. Et quand on prend la médecine fonctionnelle, on se rend compte que c'est la naturopathie du futur. Je veux dire, on pourrait arrêter même de parler de naturopathie et parler tout simplement de médecine fonctionnelle. Mais comme tu le sais, surtout en France, on est dans une chasse gardée. On ne peut pas utiliser de terminologie X, Y, Z comme on a envie. Donc, du coup, nous, on se restreint et on parle de naturopathie fonctionnelle. Et c'est pour ça que en 2017, j'ai fait la décision, en fait, que je ne voulais plus être hypocrite, je ne voulais plus enseigner des choses qui ne me correspondaient pas et auxquelles je ne croyais pas. Donc, j'avais énormément de problèmes à véhiculer ce genre d'idées. Donc, il m'est venu l'idée un petit peu de regarder un petit peu ce qui se faisait à gauche, à droite. Et comme toi, je suis anglophone, donc du coup, je parle l'anglais et ça m'a ouvert énormément de fenêtres et énormément de portes vers d'autres instructions, et notamment quelqu'un qu'on a en commun tous les deux, c'est Chris Kresser, chez qui j'ai étudié Oui. un petit peu. Moi, Et j'aime donc, beaucoup. Chris Et Kresser c'est pas un médecin, hein, c'est pas un médecin. il n'est Hein. pas médecin, il est pas, je le considérerais un petit peu, enfin,
modestement, hein, je me considérais un petit peu plus comme lui que comme toi. Non, Dans mais le sens où… il est très, parce que bon, je reçois énormément de newsletters, etc. J'ai beaucoup plus tendance à lire et regarder ces emails. C'est toujours pertinent. Il est très basé sur les références scientifiques qu'il maîtrise très bien. Persuadé qu'il doit avoir quelqu'un dans son staff qui ne fait que ça. Ah Hein. oui, Il n'y a il n'est pas pas de tout seul, miracle. c'est impossible. Il les Là, balaye impeccablement. Mais chez nous, et d'ailleurs dans le webinaire, parce qu'en fait, ceci sert de préparation à un webinaire que je t'ai proposé de rejoindre, et donc tu feras partie de l'équipe qui va présenter ce webinaire incessamment sous peu, puisque le live, le webinaire live sera le jeudi 4 novembre à 20 heures. Maintenant, il faudra quelques jours pour qu'il soit mis en ligne sur YouTube. Et donc là, c'est dans quelques jours. Et on va te retrouver dans le webinaire. On va retrouver une coach en nutrition qui a exactement les mêmes comment dire, le qui même éprouve les alignement, on va mêmes dire. difficultés avec les assertions, on a toujours dit que, hein, qui nous énerve tous les trois énormément. Et le docteur Simon Van Averbeek, qui est un peu notre garant PubMed, si j'ose dire, mais on n'est pas obsédé par PubMed, mais qui balaye la Ah, il est très littérature fort. scientifique, qui est quand même, PubMed est quand même la base, mais on peut imaginer qu'on trouve des articles en français dans d'autres vues qui ne sont pas nécessairement sur PubMed. Je ne suis pas non plus totalement bloqué sur PubMed. Mais donc, voilà, c'est ça un peu le team. Et on a, je crois, en commun le fait qu'on rejette des assertions, comme je crois que c'est un bon mot que tu utilises, qui ne sont pas fondées sur de la science, ou en tout cas, ce que je dis, parce que par moment, les tenants de cette approche basée sur le bouche à oreille ont tellement l'air sûrs d'eux-mêmes que parfois, enfin, moi, ça m'interpelle. Et donc, j'ai envie plutôt de leur dire, bon, ben, si vous avez des bases scientifiques, mais montrez-les-moi. Hein? Je ne sais pas, il y en a peut-être que je ne connais pas. Moi, j'ai cherché. Toi, tu as cherché aussi, non? Un peu des Ah ben, j'ai références. fait un peu le tour, oui. Ben, tu l'as vu sur mon blog. Quand en général, si je sors un article ou si je traduis un article, Il y c'est a toujours des articles toujours des référencés. De références. la même manière, quand j'ai des élèves qui me présentent des mémoires de fin d'études, j'insiste énormément avant même qu'ils commencent pour leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas me faire une affirmation du haut de leur chapeau, qu'ils sont obligés d'aller référencer les affirmations qu'ils font Oui. et de Oui. démontrer que ce qu'ils disent, ça repose sur du réel. On n'est pas dans la théosophie. Mais c'est assez évident. Et pourtant, apparemment, ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Hein. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Enfin, je vais peut-être m'avancer en disant ça. Je pense qu'ils sont complètement conscients que ce n'est pas scientifique. Enfin, on pourra reciter tout à l'heure le docteur de la Bosse ou citer une naturopathe connue qui s'appelle Irène Grosjean. Je pense qu'ils sont conscients de ce qu'il y a. Mais je vais peut-être être méchant en disant ça. Mais j'ai l'impression que c'est tellement un fonds de commerce que de le remettre en question, ça leur poserait énormément de problèmes. Donc, je sais pas, continuer à affirmer des choses comme le fait par exemple le docteur de la Bosse, moi il me choque encore plus parce que lui il est médecin quoi. Et il Eh fait oui, oui. certaines affirmations, notamment en chrononutrition, et ça je sais que toi ça t'horripile un peu cette matière, mais moi c'est un petit peu pareil, c'est le genre de truc que j'ai vraiment balayé, que j'ai vu sur mon radar, et j'ai commencé à vraiment aller un petit peu creuser quand je t'ai vu en parler. Donc du coup, j'ai fait un petit peu comme toi, je suis allé voir un petit peu les recherches, les études, mais en réalité, c'est rien. Enfin, on parle surtout de fenêtres de nutrition. Et chose qui n'est pas mentionnée surtout dans les études, c'est que ces gens, et c'est là que je fais la jonction entre les naturopathes, théosophes, comme je les appelle, et le docteur de la Bosse, c'est ça comme il s'appelle. De la bosse, oui. Et en fait, c'est que les deux utilisent les morphotypes. Et là, ça m'a pulvérisé. Enfin, du côté des naturopathes, on sait qu'ils s'inspirent de Sheldon, qui est un psychologue,
Donc, enfin, il est ni statisticien, ni Et c'est lui qui a chimiste. lancé Et c'est lui qui a lancé ces fameux les trucs de morphotypes. Oui. morphotype, enfin, qui a repris ça de Hippocrate, soi-disant, et qui, enfin, tu as déjà entendu parler des humeurs, des morphotypes, etc. Et en fait, il s'inspire de ça, mais réellement, quand tu vas chercher derrière, il n'y a aucune base scientifique. Et c'est basé sur Non. quoi? Sur ses propres observations à lui. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand tu as parlé de chrononutrition, je suis allé rechercher justement. Et c'est là que j'ai trouvé le docteur de la Bosse. Et lui, je suis allé le voir et en fait, il a une émission sur une radio qui s'appelle Beurre FM en France. Bon, allez, enfin, pour moi, ce n'est pas, pas un signe de qualité parce que Beurre FM, des fois, ils mettent de ces choses sur leur ligne, mais bon, voilà. Et donc, j'écoutais un petit peu ce qu'il disait et une des affirmations qu'il fait, et ça m'a fait tilt dans la tête, c'est exactement la même chose qu'avec Irène Grosjean et tous les autres, c'est qu'il n'y a que lui qui est apte à vraiment connaître les morphotypes et qu'il y a très peu de docteurs qui peuvent vraiment suivre cette méthode. Il n'y a que son fils, apparemment, qui peut l'assurer, mais son fils est beaucoup trop occupé. Lui aussi, il est médecin, il est urgentiste et tout ça. Donc, il dit qu'il n'y a pratiquement que lui qui peut vraiment gérer les morphotypes. Et quand on va voir les morphotypes, Sheldon en a 3. Lui, il en a 11. Alors, les noms, je t'en passe des meilleurs. Les Schwarzy. Mais, Oui, oui, oui. mais Oui, le problème en termes de science que ça va poser, c'est que je prenais la dernière fois, une fois, j'avais fait une vidéo justement où je parlais des morphotypes. Si on prend des acteurs comme Robert De Niro, Robert De Niro, dans un de ses films où il joue Al Capone, il est énorme. Il est dodu, la figure arrondie et tout ça. Donc, on le prend à ce moment-là, à ce moment T. Oui, ça c'est Est-ce qu'on bien. va, est-ce qu'on va lui donner Mais un morphotype? je suis fan de Robert De Niro, un. Deux, je sais ce que tu vas dire quand il est dans la cabane dans la rivière au Vietnam en Voilà. Où train de il jouer à est... la roulette russe, hein, à la roulette russe contre un autre prisonnier et qu'évidemment, il y en a un des deux qui va finir par, hein, en se passant le pistolet, ben, c'est d'actualité parce que bon, ils ont fait ça dans un western ici récemment, mais pour de vrai. Mais, et que c'est mythique. Hein. Alors, je ne peux pas résister. Écoute, parfois, je ne sais pas résister. Excuse-moi ces digressions. Mais en réalité, à un moment donné, ils refusent parce qu'ils ont déjà joué une fois ou deux. Bon, il y a une balle. Enfin, elle va Elle va forcément sortir. sortir tôt ou tard. C'est un fait. Et donc, à un moment donné, il dit, bon, non, on arrête. Et il refuse. Et alors, l'officier ou le sous-officier vietnamien qui le détient et qui organise cette scène, qui est quand même méga dramatique, hein, c'est pas, bon, il y a toute une montée en puissance de ce truc, à un moment donné, le gifle, mais de manière très violente, pour qu'il s'exécute. Et alors, ce que j'aime bien, c'est que, et ça c'est un fait, je pense, bien connu, bien démontré, De Niro l'a confirmé lui-même, De Niro a exigé que ce ne soit pas fin, que ce soit vraiment un coup qui faisait très mal pour que sa colère après soit d'autant plus amplifiée et justifiée. Voilà, petite anecdote de Voilà, De Niro, il est mais énorme. pour coller avec ce que tu dis, dans cette cabane-là, il a été déjà prisonnier depuis un certain temps, etc. Il est soldat, de toute façon, au Vietnam. Il n'est pas joufflu. Hein. Mais c'est Exactement. bien ce Et, film. et dans le même Ça me film, plaît il en a beaucoup. fait plusieurs. Tu en as un aussi qui s'appelle Nerf à vif, où dedans, tu vois, il joue une espèce de psychopathe. Et tu vois, il est saillant, il est musclé, le visage carré et tout Ouais, ça. Donc ouais, là, il s'agit bien de la même personne. Et si tu ouais, la prends à un moment T et à un moment Y, est-ce que tu leur donnes très bien. deux alimentations différentes? C'était Ouais, aberrant. Je veux dire, ouais. en termes de science, c'est vraiment bête. Et enfin, c'est marrant parce que de prime abord, moi, quand j'entendais chrononutrition et que je regardais ça de loin, j'avais l'impression que c'était juste basé sur le timing de la nutrition. Mais là, en plus, toi, quand tu as commencé à parler du goûter sucré, j'ai dit non, pour de vrai, quoi. Le mec, il propose de prendre un goûter sucré. Alors, je suis allé regarder. Et oui, effectivement, hein, il propose un goûter sucré. Et c'est là que nous, on diffère, parce que si eux sont basés sur le morphotype, nous, on est basé sur l'épigénétique et sur l'exposome. Et en fait, en fonction de la génétique de la personne, de ses antécédents, tu vas plus ou moins restreindre certaines choses. Par exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui est diabétique type 2, lui donner un genre de goûter sucré à n'importe quelle heure et sans avoir d'autres aliments, parce qu'on sait pertinemment que si on prend du gras ou si on prend des protéines et qu'après on prend du sucre,
c'est atténué le pic glycémique. Ce n'est pas la même chose. Et si on le prend tout seul, là, nous, on sait pertinemment que l'alimentation, le langage du corps, ce n'est pas les calories, c'est les hormones. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes. Donc, de venir dire à une personne, par rapport à son morphotype, il va manger d'une telle manière, plutôt que d'étudier l'anamnèse et de voir un petit peu quel exposome lui correspond, ça me paraît choquant venant de médecins. Des naturopathes, ça me choque, mais bon, j'ai pris l'habitude, je sais qu'ils ne sont pas scientifiques pour la plupart, qu'ils n'aiment pas trop l'anatomie, la physiologie, la biologie, et qu'ils ne vont pas aller chercher plus loin que ça. Mais d'un médecin qui expose des choses comme ça, c'est pour ça que ça me fait douter, et je me dis, quand même, il le sait, c'est peut-être un fonds de commerce qui défend au final. Il y a un autre problème dans son approche, parce que comme tu m'as envoyé le lien, tu avais été certainement écouter une de ses interviews dans cette radio. Oui. Beurre FM, c'était pénible. Oui. Bon, il y a des radios parfois. Que j'ai été écouté aussi. Et alors, autre chose pour bien me rendre compte, et c'est là que j'ai découvert effectivement cette histoire de morphotype, ce qui m'a choqué là-dedans aussi, c'est qu'il préconise des choses extrêmement standardisées. Et donc là, on va vers quelque chose que je déteste tout autant que son label de chrononutrition, parce qu'en fait, c'est parce qu'il a dévoyé le terme chrononutrition, ou en tout cas, c'est sa manière de la proposer. De la rendre scientifique, voilà. Il a pris un peu le dessus dans le monde francophone, parce que si tu regardes chrononutrition sur PubMed, la bosse, il est... Tu vois, je suis allé regarder Chris Kresser, il ne m'a jamais parlé de sa vie. Tu vois, parce que des fois, de temps en temps, je me dis, tiens, je vais voir ce qu'il en dit. Non, mais ni lui, qui est je trouve une très bonne référence commune. Et je suis fier d'avoir pour référence un pratiquant de médecine fonctionnelle aux États-Unis. Bon, voilà, ils n'ont pas ces sensibilités-là, ces hypersensibilités-là. Chris Kresser se positionne comme praticien de la médecine fonctionnelle. Il ne dit jamais qu'il est médecin, parce qu'il y en a parfois qui utilisent un doctorat un peu autre pour faire croire aux gens qui sont docteurs en médecine. Il dit clairement qu'il ne l'est pas, mais il se présente comme faisant partie de la médecine fonctionnelle. En Europe, c'est vrai que ça choque un peu. Et alors, parfois, le message est quand même un peu délicat quand des non-médecins se présentent comme pratiquants de la médecine fonctionnelle, parce qu'il y a quand même un peu une contradiction intrinsèque. Donc, toi, on peut dire que moi, c'est ce que je dis, mais je peux continuer à dire que tu es un naturopathe fonctionnel. Exactement, et je revendique rien d'autre. Comme je t'ai dit la dernière fois, on est complémentaires, on n'est pas égaux. Et moi, je sais faire la hiérarchie. Un médecin, il n'a pas les mêmes études que nous. Et nous, on a certaines choses qu'on peut apporter aussi à la médecine. Donc, la complémentarité, je veux dire, on n'a jamais été opposés. J'ai jamais été opposé à la médecine. Et pour moi, la médecine naturelle ne s'oppose pas à la médecine conventionnelle. Et donc, justement, en fait, ce qui va nous réunir et ce qui nous unit, c'est justement cette approche fonctionnelle. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais c'est clair qu'il faut le souligner avec deux traits, on n'est pas médecin. Oui, non, ça c'est bien. Et alors, pour revenir au sujet qui est de la bosse, qui est également, enfin, sa chrononutrition n'existe pas dans le monde anglo-saxon, et donc il n'y a aucune référence sur PubMed, mais zéro. Mais il y a le terme chrononutrition sur PubMed, mais sur PubMed, le terme chrononutrition, ça a plus, selon les articles, il peut y avoir des interprétations un peu différentes, voire divergentes, mais le principal lien que je trouve, c'est chrononutrition, et peut-être que le docteur Van Averbeek nous en dira plus lors du webinaire, mais moi j'ai vu chrononutrition liée à time restricted eating. TRE, Time Restricted Eating, avec l'accent anglais que je n'ose plus utiliser parce que je ne peux pas l'utiliser pour ton nom. Alors, est-ce que je peux l'utiliser pour le Time Restricted Eating? Alors, c'est quoi ce machin-là? Bon, d'abord, il faut quand même bien que vous vous rendiez compte que tout ça se passe en présence de Goliath, qui nous donne
son assentiment général jusqu'à présent avec ce qu'on a dit. On n'a pas critiqué les chiens, donc il est content. Et c'est drôle chez toi, les chiens se comportent comme des chats et les chats se comportent comme des chiens chez toi. Oui, ben, écoute, n'appelle pas les chats parce que bon, ils vont débarquer et venir nous mettre la zizanie. Bon, espérons qu'ils se baladent parce qu'il fait tellement beau dehors. Je viens de shooter d'ailleurs une vidéo, j'ose plus dire capsule en France, ils ne comprennent pas. Bref, Time Restricted Eating. Je viens de faire, juste avant qu'on commence, une recherche PubMed. Hein. Voilà, PubMed. Hein, on est bien d'accord, oui, PubMed. Hein, voilà, ça c'est le logo. Et alors, j'ai fait une recherche donc, sur les termes Time Restricted Eating. Et alors, c'est intéressant. Et mon confrère, docteur Simon Van Averbeek, fait ça aussi quand il cherche, mais je l'ai fait ici pour lui, comme ça il gagne du temps. Il y a énormément de références. Hein. Il y en a 2055. Bon, il y en a peut-être certaines qui ne sont pas pertinentes, mais il y en a des centaines et quasiment des milliers. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est cette espèce d'envolée récente. Vous voyez, bon, au début, bon, on se demande même si ça correspond parfaitement. Ça grenouillait depuis 1972, 72 pour les Belges. Et puis alors, en 2019, 125 références. Ça commence à vachement compter. 185 en 2020. Et en 2021, alors que bon, ceci s'arrête au 24 octobre, donc il y a encore 2 mois et 1 semaine, on est déjà à 195, 195 références. Bon, on ne peut pas dire que ce sujet n'est pas publié, n'est pas recherché, et visiblement, il suscite beaucoup d'intérêt, ce qui est quand même signe que si c'était creux, parce que ce qu'on voit parfois avec ces profils, c'est des trucs qui montent en flèche, c'est un peu tendance, ouais. Et puis ça retombe. Et alors là, c'est pas très, très bon signe. C'est ce qu'on appelle les régimes de mode, tu vois. C'est des trucs qui passent. Et puis le truc, tu vois. Le terme en anglais, c'est FAD, F-A-D. Le truc que tu parlais là sur le Restricted Time Eating, il y a un truc que j'ai remarqué sur les recherches, c'est que souvent, on parle de temps de nutrition, on parle de quantité de nutrition, parce que je sais qu'il y avait une étude aussi qui avait été faite sur 1100 calories à peu près. Et pratiquement les deux régimes qu'ils avaient soi-disant séparés, eh bien, chaque régime avait à peu près la même constitution en termes de macronutriments. Donc, il n'y a pas un moment où ils ont regardé la qualité, en fait. C'est ce que j'essaie de souligner. C'est que en allant faire leurs études, ils n'ont pas pris, par exemple, d'un côté un low carb, high fat, et de l'autre côté un régime standard américain. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont pris, à peu près 25% de protéines, grosso modo, 40% de glucides et le reste en lipides. Et c'est pour eux ce qu'ils appelaient, soi-disant, un régime sain dans ces études-là. Donc, c'est ce genre de problème qu'on a aussi par rapport à l'analyse de ces études. C'est que quand on va regarder en termes de constitution de ce qu'ils ont donné à manger aux gens, on se rend compte bien souvent qu'en fait, ils ont porté très peu d'attention là-dessus. La même chose sur le sujet dont tu parlais avec le docteur Résimon la dernière fois, c'était par rapport au petit déjeuner. Et bien là encore, on rencontre le même problème. C'est le genre d'analyse où on n'a pas fait attention à regarder, voilà, est-ce qu'on a donné du gras, est-ce que c'est plutôt low carb, voilà. Ouais, de toute façon, moi, je me plains toujours aussi, toutes ces études qui devraient pouvoir nous servir, et en réalité, elles ne donnent pas vraiment souvent des résultats spectaculaires, alors que nous, on a l'impression qu'on a des résultats beaucoup plus spectaculaires sur le terrain. Exactement. Mais ces études sont mal conçues parce que, par exemple, c'est un autre thème, mais c'est le même obstacle. On recherche les bénéfices de la supplémentation en une vitamine et on le fait sur une population globale, non triée. Mais moi, je voudrais rechercher les effets de cette supplémentation sur des patients qui sont déficients dans la vitamine, parce que moi, je ne vais pas donner la vitamine une telle à des gens qui en ont suffisamment. Donc, je teste. S'il n'y a pas de déficit, je ne donne pas cette vitamine. Je veux dire, où est le principe? Donc, une vitamine, bon, c'est comme on faisait avec le scorbut et le beriberi pour la vitamine C et la vitamine B.
voilà, c'est pertinent si les gens n'ont pas de vitamine B1. Mais voilà, là, le Si fait on de scorbut, supplémenter ouais, les c'est choses. immédiat même. Hein, c'est immédiat. Mais c'est vrai que la plupart des temps, c'est vrai que c'est un. Attends, avant que, bon, parce que finalement, comme ça, je me remets dans une autre position sans nécessairement exposer Goliath, qui a quand même besoin de sa petite sieste. On rentre de promenade, puisqu'on fait le shooting vidéo, puis la promenade, puis le petit dodo sur mon bras. Mais voilà, il y a 4 articles qui ont été publiés sur ce thème entre le 18 octobre et le 20 octobre. Donc, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, je l'ai souligné aussi en marqueur orange. Moi, j'aime bien les surlignants, ça fait longtemps que je surligne. Je suis copain des stabilos. J'ai absolument toutes les couleurs existantes. Je peux vous dire que. Et un autre terme qui est peut-être intéressant aussi de lire, c'est le circadian timing of eating. Donc, manger selon le rythme circadien. Et tout ça, parce qu'on va faire un petit break, on va refaire une deuxième partie dans une minute, mais tout ça pour dire que ce qui est peut-être important quand on parle de time restricted eating, de jeûne intermittent, parce que tout ça veut dire un peu la même chose, c'est de s'assurer qu'on ne laisse pas dériver cette fenêtre de X heures, peut-être 8 heures, c'est relativement typique, mais ça peut aller jusque 10, ça peut descendre jusque 6, tout ça, c'est un peu la même popote. Ici, je n'ai pas encore mangé, hein, donc je suis quand même bien dans les heures. Hein. Mais tout ça, c'est du jeûne intermittent, mais il ne faut pas que ça dérive trop tard le soir. Ça, tout le monde est d'accord pour dire, tu es d'accord avec ça, hein, oui, je ne suis faut pas d'accord. manger trop tard le soir. Hein. Ça détraque le sommeil, la digestion. Tu as mentionné le mot circadien, c'est super important. Circadien, quand tu viens perturber le rythme circadien, c'est clair. Et ça, c'est clair que c'est dépendant de ce genre de choses-là. Allez, on va lancer une nouvelle mode, circadian timing of eating. Donc, ce n'est plus chrononutrition. TRE, hein, ce n'est plus TRE, c'est CRE, hein, circadian timing of eating. On a l'impression qu'ils sont en train de réinventer le fil à beurre à chaque fois. En fait, c'est quoi? C'est le jeûne intermittent, quoi. Et puis voilà. Oui, mais c'est peut-être aussi la terminologie anglo-saxonne par rapport. Je crois que chez nous, les termes jeûne intermittent commencent à devenir populaires, mais on va un peu éviter d'utiliser chrononutrition. Ouais, je pense. Parce qu'il y a une connotation péjorative à ça, et j'insiste pour le dire. Bon, on va faire un petit break, on reprend après. Je coupe l'enregistrement. À tout de suite. Et pour nos auditeurs, eux, ce sera au vendredi prochain. Voilà. Inch'Allah.